On poursuit la visite, Bernard. Vous vous êtes laissé guider ensuite par le commissaire du parcours de la langue française, Xavier Nort. Par exemple, dans la salle, une langue de référence mondiale où l'on découvre à quel point le français a nourri les langues étrangères. Sur un grand mur, vous allez être face à 100 mots et 100 objets. Chacun de ces mots est symbolisé par un petit objet. Exemple... Un cornichon, là, j'aime beaucoup. Donc, voilà, on a un bocal de cornichon. Un bocal de cornichon. Et donc, vous êtes invité à reconnaître le cornichon et à vous demander dans quelle langue le mot cornichon est passé. Donc il y a ici un tableau, mot migrateur. Donc il suffit d'appuyer, on retrouve la case du pot de cornichon. Du pot de cornichon et on va voir... Alors on se déplace avec un petit stick, en bon français. Voilà, on descend et nous sommes sur la case cornichon. Cornichon est passé en persan, en polonais, en allemand, en anglais et en russe. Alors vous pouvez faire maintenant une exploration par langue. Vous choisissez l'anglais, voilà, et vous êtes invité à reconnaître les mots du français qui sont passés par la langue anglaise. On ne le sait pas, mais de toutes les langues du monde, c'est sans doute historiquement au français qu'on a le plus emprunté. Alors, nous voici dans une autre salle, la langue des Lumières. Dans l'histoire de la langue française, évidemment, un moment absolument décisif. C'est un moment de grâce dans l'histoire de la langue française que le XVIIIe siècle, parce que c'est le moment où l'Europe parlait français. Enfin, l'Europe parlait français, les élites européennes parlaient le français. Le français a acquis le prestige d'une langue de la pensée, de l'art de vivre, de la diplomatie, de la gastronomie, mais aussi de la langue de toutes les cours royales, quasiment à cette époque. Toutes les cours royales. Et donc le visiteur est invité à faire un peu le tour de ces cours d'Europe sur les pas d'une figure que nous avons choisi de mettre en scène ici, dans ce petit théâtre, et qui est le personnage de Casanova. Alors on l'a pas choisi au hasard, Casanova italien et même vénitien. Il n'a donc pas le français pour langue maternelle, mais il écrit en français, il a écrit ses mémoires en français. Et sur ses pas, on découvre le français de Catherine II, impératrice de Russie, du roi de Prusse, enfin, etc. Sur une autre simèse, on évoque Antoine de Rivarol, l'auteur du Discours sur l'universalité de la langue française. Ce n'est plus la langue française, c'est la langue humaine. Voilà cette citation de Rivarol que l'on peut lire sur ce panneau. Exactement. Et alors Bernard, est-ce que la visite met aussi l'accent sur le fait que le français s'est aussi beaucoup enrichi de mots venus de l'étranger? Bien sûr, ça c'est dans la salle une langue en mouvement. Alors moi j'ai trouvé que c'était la plus belle des salles, la plus magique, la plus poétique. On écoute toujours notre guide Xavier Nort. Ici nous nous trouvons face à une douzaine d'objets merveilleux. Ce sont des œuvres prêtées par les plus grands musées français. Vous avez ici une sirène qui a été prêtée par le musée du Louvre. Sirène, le mot est d'origine grecque, c'est un emprunt au grec. Ici, vous avez un violon, c'est un mot d'origine italienne. Vous avez ici la valse de Camille Claudel, valse c'est un mot d'origine allemande. Et puis ici, vous avez des abricots, par exemple, des abricots en porcelaine. Ce que nous avons voulu montrer ici, dans un dispositif qui s'intitule « Une langue en mouvement », c'est que quand vous faites l'histoire d'un mot, en réalité, l'histoire d'un mot, c'est le récit d'un voyage. Par exemple, sous cette coupole, nous sommes sous une coupole et ces mots qui apparaissent et dont on suit le mouvement à travers les différentes langues et donc les différents pays, les différentes contrées. Je trouve que c'est un des dispositifs sans doute les plus réussis et très instructifs et à la fois très poétiques aussi. Il est très poétique en effet, il est très poétique. Voici l'histoire du mot abricot. Praecocum latin. Praekokion en grec. Albarkouk à l'arabe. Regardez. On voit donc, on se promène sur la carte. Albaricoque. L'Espagne. Et le voici qui arrive en France. Abricot. Et vous venez de faire le tour de la Méditerranée. Et daté même, 1571 à peu près, l'arrivée sous la forme abricot en France, dans notre langue. L'abricot voyageur. Exactement. Bon, on poursuit cette visite volontiers. Avec Xavier Nort, le commissaire du parcours de la Cité internationale de la langue française. Cette salle s'intitule « Dans la langue de Molière ». On a voulu se demander pourquoi on désignait le français par une périphrase, la langue de Molière. Racine, Corneille, qui sont des contemporains de Molière, parle-t-il le français? Bien sûr. Oui, mais on aurait pu tout aussi bien dire la langue de Racine ou la langue de Corneille. Mais il parle en fait la langue de la tragédie classique. Alors que Molière, lui, il fait parler
tous les Français de son temps. Donc, si le français est la langue de Molière, c'est tout simplement parce que la langue de Molière, c'est le français. C'est tous les Français parlés par le peuple français à l'époque. Les aristocrates, les paysans, les bourgeois, les médecins, leur jargon. Il y a du patois dans les scènes de Molière. Et donc, on a demandé à la Comédie Française, qui a bien voulu constituer un petit pot-pourri de scènes de Molière qui ont été jouées par les comédiens français, en costume de l'époque. Ils ont été filmés et placés dans un petit théâtre baroque. Et donc ici, on a un merveilleux petit spectacle. Vous avez ici un extrait du Malade imaginaire. Dans ce petit théâtre, donc en vidéo, une espèce de petite lucarne devant laquelle on s'installe. Et de l'hydropisie, de la privation de la vie, où vous aura conduit votre folie. Voilà, le Malade imaginaire, acte 3, scène 5. Voilà, la langue de Molière à l'honneur à la Cité internationale de la langue française. Molière qui était passé par le château de Villers-Cotterêts en préparant cet épisode de Focus. J'ai vu ça, il y a joué une représentation avec sa troupe de Tartuffe en 1664 dans une des salles du château.